l'idée de la discussion, c'est de. Alors, quand. Donc, IA frugale et numérique responsable, la réflexion française, c'est d'une part les travaux du gouvernement français que, que je vais présenter pour y avoir participé, et puis aussi proposer enfin, quelques réflexions sur des choses qui ne sont pas la position officielle du gouvernement français, mais je suis évidemment en phase avec mes anciens collègues, c'est voir comment on pourrait avancer ensemble. Et là, donc, je vois plus les. Excusez-moi, on a un petit. Je ne peux pas voir en même temps ma présentation et le chat. Donc, Hissène, si vous voulez me relayer les questions, Ouais, pas de problème. merci. Alors, premièrement, je suis toujours frappé de voir qu'on parle des quantités astronomiques, paraît-il, de gaz à effet de serre liés à l'entraînement des modèles géants, et on parle toujours de ChatGPT, bien sûr. C'est pour ça que dans l'intitulé juste avant, je parle des ordres de grandeur. Euh, Comme j'ai été arpenteur, la notion de mesure est assez ancrée dans ma culture professionnelle. Et pour relativiser les choses sur ces ordres de grandeur, justement, on peut voir que le rapport du GIEC de 2022 ne parle pas du numérique, parce que en réalité, l'impact du numérique est invisible dans les grandes masses que nous propose le GIEC. En revanche, la position que je vais vous expliquer, vous présenter, c'est qu'on pense que l'IA peut permettre de réduire les émissions dans ces différents éléments. Sur l'agriculture, les bâtiments et le transport, c'est flagrant. Sur l'industrie, je connais moins le sujet. Donc voilà, premièrement, ce n'est pas l'IA qui va faire disparaître l'humanité à cause du climat, pas à cause d'elle-même non plus d'ailleurs, ça c'est mon point de vue. Pour resituer les choses. Deuxième point de contexte, je ne suis pas sûr que vous connaissiez le fonctionnement de l'Union européenne. En Europe, dans l'Union européenne, c'est le niveau européen qui prend en réalité les législations environnementales. Et en 2020, on a établi une législation, alors chez nous c'est des règlements, sur les investissements durables, c'est-à-dire que pour se prétendre durable, un investissement doit répondre à un certain nombre de contraintes. Premièrement, donc le règlement définit des éléments positifs pour avoir accès à ce qualificatif de durable. Et deuxièmement, il y a des interdits. C'est-à-dire que si on cause des préjudices importants aux objectifs environnementaux, on n'a pas le droit de prétendre qu'on ait un investissement durable. Donc ça vise d'une part la qualification des investissements pour les investisseurs eux-mêmes et donc pour les gens qui veulent mettre leur argent dans ces investissements. Et euh, alors c'est un tout petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a le règlement principal et puis il y a 6 ou 8 règlements d'application. Je ne les connais pas tous, je connais celui sur le numérique. Et ce qui est important, c'est que celui qui traite des investissements durables pour le numérique, en réalité, ne met des contraintes que sur les centres serveurs et pas du tout sur les algorithmes qui tournent sur les centres serveurs. Donc déjà, on voit que dans le cadre européen, la cible, c'est la consommation énergétique et la consommation de ressources des centres serveurs et pas ce qui tourne dessus. Donc là encore, par rapport au discours sur l'IA, c'est quelque chose qui nous donne un cadre légal sur ce qu'on peut penser, sur ce qu'on peut appliquer comme qualificatif à nos travaux sur l'IA. Si on descend du niveau européen au niveau français, on a quelque chose qui s'appelle France 2030, qui est la stratégie d'innovation et donc d'investissement dans l'innovation française. Il y a un peu plus de 50 milliards d'euros, ce qui doit faire 75 milliards de dollars canadiens par an. Donc c'est quand même énormément d'argent.
Et donc, on a répliqué les contraintes des financements durables dans les travaux de financement français pour l'innovation, en ne retenant que ne pas causer de préjudice important. Donc, on laisse de côté les préconisations pour être vertueux et simplement, on met des interdictions. Il faut voir ça comme étant une mise en place progressive de l'écosystème de l'innovation en France et dans les autres pays européens. C'est-à-dire que il y a énormément d'argent, il y a énormément d'industries et d'entreprises qui sont concernées. Donc, on commence par empêcher ce qui est le plus grave, et puis après, on va rentrer dans des champs de préconisation avec un certain nombre de leviers que je vais vous présenter par la suite. Alors, le numérique responsable, c'est évidemment à l'intérieur de ce grand schéma du numérique responsable qu'on met l'IA Frugal. Alors, j'ai vu qu'au Canada, et en tout cas dans les documents qui étaient en français, donc je pense que ça venait peut-être du Québec, il y a des chiffres un peu différents de ce que je vais vous montrer. On a peut-être aussi des questions d'homogénéisation de la façon d'aborder les choses. Premièrement, le numérique, c'est d'abord le matériel. On voit que sur la consommation de ressources, l'empreinte carbone du numérique, c'est d'abord les équipements à 80%, puis les centres serveurs à 16%, et puis les réseaux 5%. En réalité, si je pose la question aux auditeurs d'aujourd'hui, quels sont les équipements qui sont les plus nuisibles? Alors, quand je pose la question à des étudiants, on me répond les smartphones. Et donc là, c'est serveurs et routeurs, etc. En fait, c'est les téléviseurs. Alors, on n'a pas tendance spontanément à mettre les téléviseurs dans le cadre du numérique, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous ayez encore des tubes cathodiques, pour ceux qui savent ce que c'est. Et donc, en réalité, l'impact environnemental du numérique, c'est directement lié à l'impact de l'écran. Plus vous avez un écran, plus la consommation de ressources pour le fabriquer est importante, les terres rares, etc., etc. Et bien évidemment, on le voit dans le petit cercle bleu ciel à côté, plus la consommation d'énergie est forte. Et donc, on a un peu bataillé en interne pour faire prendre en compte les téléviseurs dans la stratégie française sur le numérique éco-responsable, parce qu'il y a une espèce de préjugé dans l'écosystème français en tout cas, sur le fait que c'est les smartphones, sur le fait que c'est les écrans d'ordinateur, mais la télévision n'était pas considérée comme un sujet. Donc en fait, selon les études, les téléviseurs, c'est à peu près 30% de l'impact du numérique en France. Et donc, vous voyez, ces aspects de métrique, ces aspects d'essayer d'avoir des éléments chiffrés, ça permet aussi de combattre un certain nombre de préjugés qui circulent et qui, depuis 2011, ont réussi à occuper un peu l'espace en termes de communication. Je tiens beaucoup à essayer, en tant qu'ingénieur, de resituer les choses. Et puis, vous voyez, dans le cercle à droite, la fabrication, c'est au moment une fois l'appareil est fabriqué, enfin, la fabrication de l'appareil, c'est 70%, et l'utilisation, c'est 21%, puisqu'on regroupe à peu près les réseaux et les data centers. C'est-à-dire que quand vous savez quelles sont les sources de l'empreinte carbone et de consommation de ressources qui peuvent, alors il y a des questions de consommation d'eau, des questions d'impact sur la biodiversité, etc., dont je parlerai tout à fait à la fin. Euh, Ça nous permet de savoir comment agir pour diminuer l'empreinte carbone du numérique. Et pour ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui sur l'IA frugale, est de prendre un certain nombre de décisions et de suivre un certain nombre de choses. Et donc, en fonction de ces différents éléments de contexte, le gouvernement français a établi une feuille de route numérique et environnement. Et le tout premier point, c'était connaître pour agir.
En fait, on s'est rendu compte que les différentes estimations jusqu'à 2018, voire 2019, c'était des dires d'experts, donc des gens qui disent, bah voilà l'impact, ça vient de là. Puis, on avait donc des rapports de Stanford, du MIT ou d'instituts français. Et on s'est rendu compte que ce qui ressortait, c'était en fait des concaténations de différents rapports, toujours à tir d'experts. Et donc, c'était des experts qui disaient, puis qui étaient synthétisés par d'autres experts. C'était quand même un peu étrange et un peu orienté. Donc, c'était assez pénible pour la puissance publique française d'être poussée par des gens qui avaient un certain nombre d'intérêts légitimes, comme dans une démocratie, mais néanmoins, pour la prise de décision publique, on préfère avoir des éléments un peu plus précis. Et ce qu'on dit, c'est qu'on veut avoir des métriques à la fois pour les impacts négatifs, mais aussi pour les impacts positifs, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la doctrine française, c'est que le numérique et surtout l'IA peut nous aider à, à rendre la transition écologique plus facile. Donc ça, c'est le troisième point. Et le point du milieu, qui est celui qui est le plus industriel, c'est réduire l'empreinte environnementale du numérique. Ce qu'on traduit, le ministre du numérique français l'a traduit de la façon suivante, il faut doubler la durée de vie des appareils, les rendre plus robustes, mais aussi les rendre réparables. Donc c'est ça vraiment qui est le fer de lance industriel de la stratégie. Donc connaître, être capable de réparer ou d'avoir des appareils qui tombent moins en panne, et puis utiliser tout ça au service de l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions. Alors, après, on a des problèmes de définition, c'est-à-dire que quand on m'a chargé d'animer la politique de l'IA frugale dans ce cadre-là, on avait deux choses, il fallait qu'elle soit frugale en données et ou en énergie. Alors, on a dit que frugal en données, ça veut dire pas de big data. C'était l'expression dans le relevé de décision du gouvernement. Quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, il y a une dizaine d'années, un big data, c'était 1 téraoctet de données par jour. Et c'est quelque chose qui n'arrive pratiquement pas dans nos domaines, que ce soit au sein de l'État, des collectivités ou des entreprises. Il y a très peu de données qui sont à ce niveau de massivité. Donc, on s'est orienté sur l'énergie parce qu'au départ, la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle était une stratégie complètement industrielle, avec une grande place pour les véhicules autonomes, dont on n'entend plus parler en ce moment. Et donc, la notion de IA frugale, c'était vital pour l'IA embarquée, par exemple sur les véhicules autonomes, mais aussi sur les satellites qui ont évidemment très peu d'énergie. Et on a réussi, par le talent diplomatique de ma hiérarchie principalement, à faire de l'IA frugale en énergie une problématique du climat. Et c'est pour ça qu'on a travaillé en équivalent CO2 et non pas en kilowattheure dès le départ. Donc, vous voyez comment les choses finalement arrivent à évoluer dans, dans le temps. C'est pour ça que les définitions, c'est important. Et on lance en France le 7 février la première réunion d'une commission de normalisation pour avoir une première ébauche de spécification de ce qu'est l'IA frugale et pas simplement à quelques-uns dans un ministère. Donc, dans 6 mois, on aura quelque chose d'un peu plus solide à partager. Alors, cette, ce que le gouvernement nous a demandé à faire au ministère, donc c'était mon travail ces 3 dernières années, c'est de nous donner 40 millions d'euros de subventions à distribuer. Donc ça fait 60 millions de dollars canadiens. Pour nous, ça fait beaucoup d'argent quand même. On n'avait pas l'habitude d'avoir autant d'argent. Donc on a lancé des appels d'offres à destination des collectivités françaises. Ça a été tout début, les collectivités françaises n'en faisaient pratiquement pas, donc c'était une façon de lancer une dynamique. Et on avait, en
raison des différentes remarques que j'ai posées sur l'absence de métrique, une recommandation d'estimer la consommation des systèmes d'IA, et ça n'a pas marché du tout. C'était vraiment trop demandé. Donc, on a analysé comment on pourrait avancer dans cette direction-là. On a fait une analyse de l'écosystème des fonctions, euh, alors, de l'écosystème des outils en fonction des critères d'EcoInfo, qui est un groupement de services du Centre national de la recherche scientifique français, que je vous recommande si vous êtes intéressé par ces questions de numérique éco-responsable ou d'impact environnemental de l'IA. Et on a choisi un outil qui s'appelle Green Algorithm, qui est fait par auteur principal Loïc Lalonde, qui est à l'université de Cambridge, si je ne me trompe pas. Et donc, on n'est pas en état de mesurer. Aujourd'hui, on ne sait pas, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de méthode reconnue internationalement sur la façon de mesurer. Donc, il s'agit d'estimer la consommation de l'entraînement d'un modèle d'IA. Et en particulier, les points importants, c'est que c'était en ligne gratuit, on n'a pas de code Python à installer parce que ça rebutait un certain nombre de gens. Il y a le mix énergétique qui est très important, ça j'y reviendrai. Le mix énergétique, c'est savoir quelle est la quantité d'équivalent carbone que votre production d'énergie émet. Et puis l'estimation du nombre d'inférences, on verra en fin de présentation que ça devient une préoccupation. Au-delà de l'entraînement du modèle, on peut avoir un certain nombre d'émissions problématiques liées au nombre d'inférences. Voilà sur le grand champ général. Et si je ne vois pas de questions, du coup, on va aller sur quels sont les éléments qui permettent d'estimer l'impact environnemental de l'IA. Donc, justement, donc ça, c'est le cadre théorique proposé par Anne-Laure Licozat de EcoInfo dont je parlais pour l'OCDE et le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, cofondé par le président Macron et par M. Trudeau. Donc, c'est une belle collaboration, etc., mais je n'ai pas le temps d'en parler. Donc, il y a les effets directs, les effets indirects, second ordre, troisième ordre. Aujourd'hui, on sait, on commence à être capable de dire quelle est l'empreinte environnementale liée à l'utilisation d'un système d'IA, y compris l'entraînement du modèle. On commence à avoir des éléments sur l'empreinte environnementale liée à la production. Donc là, on vise les centres serveurs. Et on commence à travailler, mais c'est vraiment complètement embryonnaire, sur l'empreinte environnementale liée à la gestion des déchets. Donc ça, c'est des choses où on espère que dans l'année, on commencera à y voir un peu plus clair sur les deux premiers volets. Sur les empreintes environnementales liées à la fin de vie, je n'ai pas d'éléments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Et puis après, on a des éléments qui sont compliqués sur le second ordre. Donc, c'est les effets d'optimisation qui sont je fais des économies, donc ça coûte moins cher d'utiliser un appareil en coût d'électricité, et donc je l'utilise davantage. Et puis les effets de rebond principalement, qui sont je dépense moins d'argent, ou je suis très fier d'avoir mon iPhone de 2015, mais du coup j'en profite pour acheter autre chose. Donc ça, c'est des choses qui sont encore qui ne sont pas établies dans le domaine de l'IA, typiquement l'effet rebond. Ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas, mais ça veut dire qu'on n'a pas de base scientifique un peu consensuelle sur le sujet. Donc, comme j'aurai l'occasion de le dire plus tard, il y a encore un peu de travail. Ensuite, sur l'impact environnemental donc, d'un algorithme,
On commence à avoir des éléments, en particulier, je parlerai d'un article de Sacha Lucioni, qui travaille à Montréal, et de Anne-Laure Ligozat également. Mais aujourd'hui, je préfère mettre l'accent sur ce qui est à notre portée, donc qui va être rapidement à la vôtre dès que vous serez dans le monde professionnel. C'est qu'on a, il y a un certain nombre d'éléments sur les phases d'apprentissage, la taille des données, l'architecture, le type de tâche, et puis les phases d'inférence. Donc pour les deux, on a le type de processeur que vous faites tourner, etc., etc. S'y ajoute euh, désormais, mais je commence à peine à recueillir des informations là-dessus, la notion de fine-tuning, c'est-à-dire que pour passer d'un modèle géant, euh, en général nord-américain, mais on commence à en avoir en Europe aussi, à une API qui va diffuser, qui va permettre d'attaquer le modèle. On passe par du fine-tuning d'habitude. En tout cas, ça se fait de plus en plus. C'est ce dont on parle le plus maintenant dans nos histoires. Et donc, c'est assez peu connu, euh, l'impact environnemental du fine-tuning. Donc, c'est quelque chose qui doit venir ici, en plus de ces deux paquets. Et puis, le tout dernier élément, qui est celui que j'avais mis en 2022 dans l'appel à projet, ça me semblait assez simple. Il y a deux équations avec trois inconnus, deux multiplications. Je pensais que c'était à la portée de tous les gens qui faisaient tourner de l'IA. Erreur fatale. Euh, donc, le E-ressource, c'est donc la consommation énergétique du processeur, donc soit un GPU, soit un CPU, et puis la mémoire, sachant que dans Green Algorithm, la mémoire joue sur à peine 10% de la conso, donc c'est pas aussi important que ça dans les calculs. Et le PUE, c'est l'efficacité énergétique du data center. Sauf que il y a un article je citerai tout à fait à la fin qui montre que le PE est probablement sous-estime assez considérablement d'un facteur 5, semble-t-il. Ça reste disons, il reste à établir un consensus sur cette analyse. Mais donc, voilà, c'est les deux équations de base parce que les PUE sont assez bien connus sur les centres serveurs. Donc, c'est en gros la première question que vous devez vous poser quand vous faites tourner de l'IA, c'est quel est quelle est ma ressource en termes de processeur et puis quel est le PUE du centre serveur sur lequel je suis. Et la deuxième question que vous devriez vous poser, c'est le facteur d'émission de l'électricité. Donc, c'est le mix énergétique principalement. Ce chiffre-là, on l'a facilement. Il y a des bases de données mondiales ouvertes, etc. Euh, et la période, c'est que dans certains pays, par exemple en Allemagne, les centrales à charbon ne tournent que le jour en appui. Et quand vous avez quelques centrales à charbon qui se mettent à tourner pour fabriquer de l'électricité, évidemment, votre mix énergétique est nettement plus carboné. Donc ça, c'est dans l'idéal. Et puis, on a pris la tâche en fait, Yann Lecoin, que vous connaissez peut-être, qui est le grand sachant chez Meta, dans un échange sur Twitter, m'a envoyé les ressources de Patterson et Hall que je cite là, donc je suis super fier de ça. Et on tombe sur les mêmes équations, évidemment, qu'Anne-Laure. C'est toujours mieux quand on fait un travail comme ça, d'avoir plusieurs sources concordantes quand on veut orienter des décisions publiques, par exemple. Donc ça, c'est le modèle théorique. Donc en fait, euh, juste pour passer à la notion d'ordre de grandeur, j'en ai parlé un tout petit peu en entrée. Euh, En fait, les plus gros modèles, donc ChatGPT, c'est 556 tonnes d'équivalent CO2 pour son entraînement. Et on a des circulations de bruit sur le fait que ça serait 1000 tonnes pour le prochain modèle d'OpenAI. Simplement,
l'entraînement de ChatGPT, c'est un vol vers Hong Kong. Alors, les avions vont rarement à Hong Kong sans revenir à Paris. Et j'ai pris les statistiques officielles françaises de l'aviation civile, et il y avait 2200 dessertes de Hong Kong à partir de la France. Alors, j'avoue que je ne m'attendais pas à avoir des chiffres aussi élevés. Donc, ça veut dire qu'il suffit de supprimer un vol vers Hong Kong à partir de la France pour effacer, compenser l'entraînement de ChatGPT. Et si vous voulez, les grandes masses, c'est l'impact du numérique, tout le numérique, hein, les téléviseurs, etc. C'est à peu près équivalent à l'impact de l'aviation civile. Et donc, on voit dans la planche que je vous ai présentée un peu plus tôt que le fonctionnement de l'IA, c'est une partie du fonctionnement des centres serveurs, qui elle-même est une partie de l'impact du numérique, etc., etc. Donc, je pense que c'est encore une fois, je vous ai prévenu, hein, moi je fais dans la mesure, donc c'est important quand on veut avoir des leviers d'action contre les émissions de carbone et donc pour réduire le réchauffement de la planète, c'est important de savoir où travailler d'abord, quels sont les éléments les plus importants à maîtriser. Et pour l'instant, l'IA n'apparaît même pas dans l'épaisseur du trait. En fait, on a eu des travaux sur l'entraînement de Bloom, qui est un modèle géant de langage, BLOOM, qui montre que pour faire le modèle géant avec les 7 billions de tokens, on commence par faire des modèles beaucoup plus petits. Et puis, on a le plus souvent, et c'est valable aussi pour l'AMA 2 par exemple, on a deux stades avec un LLM qui après devient disons, avec plus de tokens et puis avant d'avoir le modèle final. Ça veut dire qu'on a en fait des phases d'essai dans l'entraînement pour répondre à Marie-Claude avant d'avoir le modèle qui, lui, va être stable pendant, mettons, une année et demie aujourd'hui. Et en général, quand on parle des 556 tonnes d'équivalent CO2, on parle de l'entraînement final de ChatGPT 3,5, si je me rappelle bien. Euh, donc, en effet, il faut ajouter tout ce qui est en amont, tout le nettoyage des données, etc., etc. Et là, on double assez facilement les émissions de CO2 concernées. Donc, mais ça, on l'a. Moi, j'ai découvert, c'est un article de cette année, enfin de l'année 2023, qui montrait ça. Donc, vous voyez, on est en train d'avancer et plus on avance et plus on se rend compte qu'en réalité, il faut aller plus loin parce que les impacts sont beaucoup plus forts. Donc, ne pas être, comment dire, ne pas se satisfaire, c'est le travail est en train de se faire. J'essaie de ne pas utiliser de formule anglais, work in progress et tout ça. Donc, faut en effet se poser des questions. Simplement, faut se poser ce que je vous dis, c'est probablement beaucoup plus émetteur que ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Simplement, en termes d'ordre de grandeur, on reste quand même à plusieurs ordres de grandeur en dessous d'un certain nombre de problèmes de type aviation civile. Et donc jusqu'à présent, ce que je vous ai dit, c'était les différentes analyses gouvernementales françaises. Euh, Aujourd'hui, comment faire pour la sobriété? Alors, je n'ai pas de réponse définitive, déjà. Euh, dans une soirée de débat à Paris, il y avait le CEO de Lighton, qui est l'un des deux modèles géants français qui marchent bien. Et c'était une soirée consacrée à l'IA frugal. Lui disait avoir un modèle géant généraliste qu'après on peut fine-tuner pour faire des modèles applicatifs efficaces, c'est une forme d'IA frugale. Et puis, il y avait une dirigeante de start-up d'un côté et de l'autre un chercheur à l'école
à Supélec, une grande école d'ingénieurs parisienne, qui disait il faut utiliser des modèles hybrides, c'est le mieux parce que un modèle hybride, c'est à la fois de l'entraînement à partir de certaines quantités de données, mais c'est aussi l'insertion dans l'IA de modèles physiques sur les exemples cités, c'était la façon dont l'ensemble cordes vocales, langue fabrique du son. Donc ça, c'est du vibratoire, c'est des choses connues, ou pour l'oreille, c'est la même chose. La dirigeante de start-up, elle, avait un modèle physique sur le bridge. Et l'idée, c'est ça ne sert à rien de faire tourner une IA pour qu'elle retrouve des règles qu'on sait déjà parfaitement décrire sur le plan physique. Donc ça, c'est hybride, c'est frugal par nature parce qu'on injecte de la donnée euh, déterministe qui permettent de limiter le nombre de calculs. Donc ça semble assez clair, que les modèles hybrides sont économes. Simplement, la nature même de s'appuyer sur des modèles physiques montre que ça va répondre à un certain nombre de domaines très précis. Et il y a un certain nombre de domaines sur lesquels, premièrement, on n'aura pas des modèles physiques. Et puis, ça peut finir par être assez coûteux de faire des modèles hybrides systématiquement dans tous les domaines. Donc, le débat entre les deux, dans mon esprit en tout cas, n'est pas fini, en particulier parce que pour l'instant, je manque un peu de bibliographie sur le schéma modèle géant, donc ça, on ne connaît pas trop mal. Fine-tuning, j'ai quelques éléments, mais c'est beaucoup trop parcellaire. Mais ce serait 2 à 3 kilos pour faire du fine-tuning en français sur un certain nombre de sujets. Donc c'est à peu près rien. Mais après, vous avez les problématiques d'inférence. Donc vraiment, il faut prendre les choses comme étant des hypothèses, des points d'interrogation. Ça demande à être, vérifié. Le deuxième élément qui n'a rien à voir, c'est les journées de la recherche en apprentissage frugal qui se sont passées en décembre à Grenoble, en France. Là, c'était 2 journées de chercheurs en mathématiques et en informatique. Donc là, je ne suis pas du tout mathématicien. Donc, c'était très intéressant. Sur les 2 journées, j'ai choisi 2 planches. Si vous si vous êtes intéressé dans l'informatique fondamentale, ça peut vous intéresser d'aller sur cette URL-là. La première planche du professeur Griponval est issue d'une présentation sur la parcimonie. La parcimonie, c'est une qualité d'avoir des matrices peuplées essentiellement de zéros. Donc évidemment, ça simplifie énormément les calculs. Je n'en dirai pas plus parce que je ne suis pas du tout dans mon domaine de compétences. Et justement, il disait que pour limiter le gâchis du end-to-end learning, c'est-à-dire le fait de faire calculer complètement tout partout, le fait d'avoir des modèles physiques, et puis un certain nombre de choses que je vous laisse lire, c'est très favorable. Et il ajoutait que l'utilisation de modèles physiques est importante pour l'interprétabilité. En Europe, quand on se pose des questions sur la notion d'éthique de l'IA, et derrière cette question de l'éthique en IA, on a très rapidement la question de l'explicabilité vers les citoyens, mais aussi vers les décideurs de ce que fait ce modèle dont on ne sait pas exactement ce qu'il fait dans les profondeurs du deep learning. Et donc, je suis assez sensible au fait que les modèles physiques facilitent l'interprétabilité et l'explicabilité de ce qu'on est en train de faire pour des dirigeants d'entreprise, des dirigeants publics ou les citoyens. Et la deuxième planche que j'ai extraite, c'est du professeur Wagner, euh, qui m'a littéralement bluffé parce qu'il a développé en 256 kilooctets un navigateur GPS pour une promenade familiale en vélo. Donc aujourd'hui, 256 kilooctets,
personne programme pour 256 octets, 256 kilooctets. Donc il l'a fait avec. C'est une petite montre qui est à peu près grosse comme celle-ci, avec un écran numérique, et voilà ce qui s'affichait sur son écran, des profils en long, l'affichage de la route et tout. Donc ça veut dire que on s'imposer des contraintes, ça oblige à des contraintes de sobriété, ça oblige à réviser la façon dont on travaille. Quand moi j'étais formé en tant qu'ingénieur analyste, on se posait des questions de pagination mémoire, parce qu'on n'avait pas des mémoires très importantes, et ça posait des problèmes. C'est quelque chose qui n'existe plus vu les machines que nous possédons. Mais revenir à une consommation de mémoire, par exemple, ou d'énergie, c'est quand même quelque chose qui pose des contraintes positives, et puis qui valorise énormément le programmeur, parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc les bons programmeurs ont vraiment un avenir dans la sobriété numérique. C'était c'était le message. Autre point que je souhaitais partager avec vous, il y a eu le 7 novembre une journée à Londres sur l'impact environnemental du calcul dans les sciences, dans la recherche en sciences de la santé principalement. Je vous ai mis l'URL, il y avait 9 présentations, et j'ai choisi, là encore, de prendre 3 diapositives de façon totalement arbitraire, que vous avez les références là. La première, c'est la sobriété dans l'entraînement. C'est-à-dire que j'entends assez souvent dire, ben, on se fixe un niveau de performance, et puis on calcule, on fait des itérations, tant que le problème, tant qu'on n'a pas atteint la performance. En fait, c'est probablement un discours, comment dirais-je, qu'on dit pour se rassurer. Parce qu'en réalité, les chercheurs ont tendance à faire tourner les modèles tant qu'ils peuvent, tant qu'ils ont les crédits calcul, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est définir à l'avance un niveau de performance. Ce que disent Li et Chao dans l'article, c'est qu'en réalité, entre 25% et 60% des données qu'on utilise pour entraîner un modèle ne servent à rien. En ce sens que le niveau de performance ne grandit plus de façon notable, ou pratiquement notable. Donc ça veut dire que la terme de sobriété dans l'entraînement, c'est utiliser moins de données. Ça fait évidemment consommer moins de temps de calcul, et de savoir s'arrêter au bon moment. Alors ça reste un peu compliqué de savoir quel est le bon moment, mais il y a un certain nombre de chercheurs euh, qui font des durées, des volumes de données, des durées d'itération variantes, et puis qui font des mesures euh, de performance, justement, des résultats à, euh, à 40%, à 60%, etc. Donc ça, il y a quand même une littérature scientifique là-dessus. Et c'est intéressant d'arriver à se caler, et donc là, de consommer, comme le disait quelqu'un dans le chat. Est-ce que comment dire, la sobriété n'est pas contraire à la société de consommation? C'était l'idée. Ben, la sobriété dans les calculs et dans les données peuvent être aussi quelque chose d'intéressant dans nos domaines. La deuxième planche que j'ai choisi d'extraire, c'était Martin Farley, qui comparait les émissions de 2 institutions de recherche européennes. À droite, l'Université de Copenhague, qui a 12 points d'évaluation de l'émission carbone, et à gauche, l'University College of London, qui en a 4, dont une, c'est en gros, on ne sait pas. Ça veut dire que quand on veut, euh, ça, ce que disaient les chercheurs britanniques, les chercheurs anglais, c'est on s'intéresser au numérique, super, il faut le faire, il n'y a pas de doute là-dessus,
Mais la sobriété, est-ce que ça ne concerne que le numérique? Et si on ne sait pas quelles sont les émissions carbone de son labo, en l'occurrence, euh, est-ce que ce qu'on fait, ça a du sens? Et par exemple, des auteurs expliquait que dans son labo, l'impact environnemental, c'est d'abord les blouses jetables, parce ils sont dans un domaine de médecine, donc c'est des blouses en plastique jetables, et ils avaient évalué que c'était ça qui était le plus pénalisant. Et donc, voilà, c'est avoir, j'ai déjà dit, je vais le répéter sans doute, avoir un regard plus large de façon à ce qu'on on fasse attention à l'IA, mais vous voyez que si on ne sait pas, si on ne sait pas quelles sont les émissions de son environnement professionnel, par exemple, on ne sait pas quoi faire. Là, on voit que dans l'université de Copenhague, le transport aérien a peu d'impact. Le patron de Lighton, dont je parlais tout à l'heure, il disait que dans un projet, je vais poser une question désagréable, enfin, disons un peu, pas désagréable, mais une question un peu incisive. Et il avait dit que dans le projet qu'ils avaient fait à Dubaï, c'était les avions qui représentaient le plus important euh, facteur d'émissions carbone. Évidemment, si vous faites une dizaine d'allers-retours sur Dubaï à partir de Paris, ça ne sert à rien d'avoir une IA frugale. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, la dernière planche que j'ai sélectionnée spécialement pour les Québécois, c'est le mix énergétique, pas seulement des pays, mais des régions au sens global. Et on voit que donc la France et le Québec sont verts, nous, grâce au nucléaire et à l'hydraulique, et vous, je pense essentiellement à l'hydraulique. On voit aussi qu'en en Europe, la Pologne, qui est historiquement productrice de charbon depuis des siècles, est restée très carbonée. L'Allemagne est meilleure simplement à certaines heures du jour, puisque les Allemands ont fermé leurs centrales nucléaires, remettent en place des centrales à charbon. Et selon les heures du jour où vous êtes, évidemment, c'est pas terrible de faire tourner vos processeurs. Et juste un mot pour dire que je ne dirai pas d'un mot des États-Unis, euh, qui c'est pas le bon pays pour mettre des centres serveurs si vous estimez votre impact carbone. Pourquoi je présente ces différentes expériences, ces différentes présentations? C'est parce que j'ai constaté justement qu'il y a peu ou pas d'échanges entre les différentes équipes de chercheurs en international. Euh, je n'en connais pas dans l'Union européenne. Les Anglais étaient en relation avec la Nouvelle-Zélande, euh, probablement un peu par hasard. Et donc, l'idée, quand je vous présente tout ça, c'est que l'idée puisse aussi prendre langue avec Eco-Info en France et puis l'équipe dont, qui organisait et qui présentait la journée du 7 novembre à Londres, de façon à ne pas avoir à réinventer ce qu'eux ont déjà fait, et évidemment ajouter en revanche un certain nombre d'éléments que vous auriez pu que vous auriez pu évaluer et mesurer à l'Institut. Alors, l'IA générative, ça pose un certain nombre de questions. Alors, je parle sur le côté frugal, parce que ça pose d'autres questions au niveau social et économique. Et donc, je mets la référence d'Alex de Vries. Il semble que les inférences de ChatGPT multiplient la consommation énergétique par 10. Alors, là, vous voyez que je ne parle plus d'équivalent carbone, mais d'énergie. En Europe, donc, on a un objectif 2030, puis un autre objectif de 2040 en décarbonation. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de supprimer l'essence
le charbon, de diminuer autant que possible le gaz, et tout ça va être remplacé par de l'électricité. Le petit problème, c'est que nous ne produisons pas assez d'électricité pour remplacer l'ensemble des usages d'énergie fossile. Et donc, ça va coincer un petit peu. Et donc, au bout d'un moment, la consommation d'électricité va être un problème, y compris lié au climat, parce que si on atteint nos limites de production d'électricité, on ne sera pas capable de décarboner les transports euh, ou l'industrie. Euh, donc c'est pour ça que dans cette cloche-là, j'ai arrêté de parler d'équivalent CO2 pour parler de gigawattheure. Euh, mais là encore, les ordres de grandeur, je vous ai mis la production mondiale d'électricité, est plusieurs ordres de grandeur supérieurs. Donc oui, ça consomme beaucoup d'énergie, mais en même temps, pour l'instant, ce n'est pas ça qu'on craint par rapport typiquement aux véhicules électriques dans l'Union européenne. D'un autre côté, l'article que je cite là de Sasa Lucioni, Sylvain Viguier et Anne-Laure Licossat à nouveau, c'est que si on prend les différents niveaux d'entraînement avant d'arriver au LM final, si on prend performance, le PUE, performance énergétique des centres serveurs, si on prend aussi le fait que, d'après leurs mesures, il y a à peu près 30% de l'énergie qui sert juste au maintien en condition d'activité d'un centre serveur. Même si les serveurs eux-mêmes ne calculent pas, il y a un certain nombre de tâches euh, qui doivent être menées, ne serait-ce que la climatisation ou des choses comme ça. Et donc, c'est une part finalement très importante. Et donc, dans cet article, l'hypothèse portée par les auteurs, c'est que le coût complet d'un LLM pourrait être multiplié par 5. Alors là, ils prenaient en compte les inférences portées par une API. Donc, ça veut dire que dans ChatGPT, on passerait d'1,3, donc de 556 tonnes à 5600 tonnes, sauf que ça serait voilà, 5600 tonnes de CO2, ça commence à être un peu différent, non pas en ordre de grandeur, mais en tant que valeur absolue. L'autre élément que je voulais partager avec vous sur les IA génératives, c'est encore Alexandra Sachalot-Chioni, c'est la problématique de l'utilisation euh, massive, il y avait une question là-dessus, des éléments d'IA générative. L'élément qui me semble plus important, c'est que ici vous avez la génération d'images, donc Stable Diffusion par exemple. Donc c'est une échelle logarithmique pour 1000 requêtes. Et donc, quand on voit qu'on fait 1000 requêtes, on est à peu près 50 fois plus émetteur, entre 20 et 50 fois plus émetteur, que quand on fait de la classification de texte, etc. Et ce qui est important, c'est, vous connaissez, j'imagine, la loi de Moore, qui est un doublement des performances des ordinateurs tous les 18 mois. Donc, du coup, on a des courbes qui sont d'habitude assez linéaires, et là, on change la pente de la fonction linéaire. Donc voilà, c'est quand même un emballement à la fois des utilisateurs, mais aussi de la consommation pour faire des images qui ne sont pas obligatoirement toujours indispensables pour le bien de l'humanité, on va dire. Donc ça, c'est des choses ces questions de rupture sont importantes, à mon sens, à signaler parce que la façon de penser qu'on a jusqu'à maintenant se retrouve sur le plan environnemental mise en danger par ce type de rupture. Donc, pour aller plus loin, je vois qu'il me reste une minute, améliorer le cycle des serveurs, j'ai cité EcoInfo. Bovitsta, c'est une association qui essaye de recueillir les différentes analyses de composition des serveurs de façon à pouvoir justement participer
à l'analyse du cycle de vie des centres serveurs. Donc, c'est des gens, vous pouvez trouver des informations sur les serveurs que vous utilisez. Et puis, on a la question de la consommation des ressources en eau, par exemple. Je sais, je connais un peu, oui, je connais plutôt bien le système des ressources, consommation de l'eau en France. 70% de la consommation d'eau en France, c'est pour l'agriculture. Et donc, en France, une vache consomme beaucoup plus d'eau qu'un humain. Et donc, j'ai du mal j'ai du mal comment dirais-je, à considérer vraiment la consommation de l'eau comme étant grave. J'ai possiblement tort, encore une fois, mais voilà. Et puis l'impact sur la biodiversité, c'est pareil, j'ai pas d'éléments. Euh, on a malheureusement dans l'Union européenne une façon de gérer la consommation des ressources d'un côté et de gérer la biodiversité de l'autre. Donc le numérique est complètement séparé de la biodiversité du point de vue des grandes politiques. Du coup, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de mesurer ça. Il faudrait objectiver tout ça. Je vais essayer de trouver de la bibliographie dans les mois qui viennent. Pour conclure, je vous présente, si vous connaissez xkcd.com, qui est très apprécié par beaucoup de gens du numérique. Ce qu'il dit, c'est j'aimerais bien voir un papier de recherche qui dit ça y est, le domaine est analysé, il n'y aura plus jamais de recherche dessus parce qu'on en a fait le tour. Donc, non seulement ce n'est pas le cas, mais il va falloir aussi faire des recherches et puis produire beaucoup plus de façon normative comment on mesure ces choses, parce que pour l'instant, c'est un peu... euh, c'est- chacun fait ce qu'il peut dans son coin, dans le meilleur des cas, et partager au niveau international les différentes conclusions des différentes parties du monde sur ces sujets-là est probablement une excellente solution pour savoir proposer ensuite des politiques publiques à nos décideurs et puis nous-mêmes en tant que professionnels.